ce soir, le sujet de présentation, ça va être les mosaïques de Picasso. Donc techniquement, vous devriez n'en avoir jamais entendu parler. Et c'est tout le sujet justement de cette présentation, c'est de vous faire découvrir du coup une production d'œuvres de Picasso qui sont tombées dans l'oubli. Et du coup de se poser la question de comment est-ce que des œuvres de Picasso ont pu tomber dans l'oubli, quand on pense notamment à tout le corpus littéraire qui a été écrit depuis des années sur Picasso. Alors je voulais commencer cette présentation en parlant d'un autre artiste que Picasso, parce que je pense que vous en avez beaucoup entendu parler ce soir. Et j'aimerais parler du coup de Constantin Brancusi, faire allusion à un épisode qui est assez célèbre dans l'histoire de l'art, qui est beaucoup enseigné dans les cours d'art moderne du XXe siècle, qui est l'affaire du procès qu'a fait Constantin Brancusi avec les douanes américaines. Constantin Brancusi, donc pour rappeler un peu, c'est un sculpteur roumain qui faisait des sculptures, donc toujours avec des représentations des oiseaux. Là, l'œuvre en question, c'est une œuvre qui s'appelle Oiseau dans l'espace. Donc c'est une sculpture en bronze poli, qui est une sorte de forme élancée et qui, pour beaucoup de gens déjà à l'époque, était quelque chose d'un peu incompréhensible. Donc Constantin Brancusi va vendre cette œuvre à un collectionneur américain et au moment de passer en douane, l'œuvre ne va pas être reconnue comme une œuvre d'art. Ce qui est important, c'est qu'en fait, dans les douanes américaines, il y a un principe qui est que les œuvres d'art sont exonérées de taxes d'importation. Et donc les douaniers, quand ils vont voir l'œuvre, ils vont dire non, c'est juste un bout de métal, on va la taxer. Et donc Constantin Brancusi va être obligé de payer 200, enfin c'est rien du tout, 200 $ pour faire entrer l'œuvre sur le territoire. Mais Brancusi ne va pas s'arrêter là, il va faire un procès. Il va vouloir en gros défendre son art et il veut que l'objet qui soit passé par les douanes soit reconnu comme une œuvre d'art. Donc c'est un procès emblématique puisque justement il pose la question de qu'est-ce que l'art moderne, qu'est-ce qui est une œuvre d'art. Et si je fais allusion à cet épisode-là, c'est qu'il va se passer exactement la même chose avec Picasso à la fin des années 50. Mais pour le coup, cette histoire, elle est complètement tombée dans l'oubli. Et la raison sûrement de ça, c'est que l'objet du litige en question, c'est une mosaïque de Picasso. Donc ici, je vous ai mis un extrait du New York Times. Donc c'est une affaire qui concerne les États-Unis. Donc en fait, on n'en trouve un écho que dans la presse américaine. Et c'est vraiment un épisode qui ne va même pas intéresser la France. Mais on va voir quand même qu'il a intéressé Picasso. Donc toute la question, et qui va être un peu sous-jacente à cette présentation, c'est qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Est-ce que les mosaïques de Picasso que je vais vous présenter sont des œuvres d'art? Et du coup, je laisse volontairement la question en suspens, on y reviendra à la fin, ça sera un peu notre fil conducteur. Donc Picasso a fait des mosaïques, c'est quelque chose qu'on ne sait pas du tout. La mosaïque dont je vous parlais tout à l'heure, qui a passé les douanes américaines, elle a été faite à la fin des années 50, mais Picasso il en a fait d'abord une première dans les années 1920, donc que je vous montre ici. Donc là, Picasso, il va vraiment utiliser ce pourquoi la mosaïque est faite. La mosaïque, donc c'est un art jugé mineur, plutôt décoratif, et dans sa fonction initiale, c'est, enfin au départ, même les Grecs, les Romains, dans les civilisations antiques, on utilisait la mosaïque comme un pavement parce que c'est quelque chose qui est hermétique, enfin qui supporte bien l'humidité, et comme quelque chose de décoratif. Donc c'est exactement la fonction pour laquelle va utiliser la première mosaïque de Picasso. Donc il la réalise dans un château dans le sud de la France, près de Grasse, pour un collectionneur, François Guidarcy, qui a en fait transformé un peu son château en une sorte de demeure qui va accueillir plein d'artistes. Il va accueillir notamment Jean Cocteau, Max Ernst, qui vont réaliser des œuvres in situ, dans le jardin ou dans le bâtiment. Et donc ils vont faire appel, François Guidarcy va faire appel à Pablo Picasso. Et donc Picasso va donner un dessin qu'il avait fait un an auparavant, en 1925. Donc on voit, c'est plein de profils entrelacés dans une sphère avec quelques rayons qui émanent. Donc c'est un tout petit dessin qui va être agrandi ensuite. Et donc ça induit déjà aussi un élément important dans les mosaïques de Picasso, c'est que Picasso va déléguer. C'est pas lui qui va faire les tesselles de mosaïques ni les appliquer au sol. Là, dans ce cas présent, on imagine que c'est une équipe d'artisans qui a été débauchée pour la faire, mais donc il y a vraiment cette notion de délégation qui est importante et qui notamment ensuite pose la question de est-ce une œuvre de Picasso, puisque ce n'est pas lui qui l'a ensuite véritablement réalisée. Hop. Donc c'est une mosaïque qui représente un entrelac de profils cerclés avec une frise de rayures. Elle est en noir et blanc, et comme vous le voyez, Picasso il joue fortement des contrastes provoqués justement par l'interpénétration des formes. Donc ensuite, il va se passer une trentaine d'années avant que Picasso ne refasse des mosaïques. Et pour cela, je dois vous présenter une personne qui va être très importante dans cette réalisation, qui est Almar Boysen. Donc Almar Boysen, c'est un jeune Américain, il est né en 1920. Et quand il a 24 ans, il va s'enrôler dans l'armée américaine, il va devenir un jeune lieutenant, et il va donc se rendre sur le front de libération de la France. Donc vous avez quelques photos ici, vous le voyez, donc c'est l'homme qui est là et qui est ici. Donc c'est à ce moment-là, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, qu'il va rencontrer pour la première fois Pablo Picasso.
Donc là, vous le voyez à côté de la photographe Lee Miller. Lee Miller, pour s'y replacer, c'est une ancienne modèle des surréalistes. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle va devenir reporter de guerre. C'est elle notamment qui va faire partie des premières personnes à rentrer dans les camps de la mort et ensuite à diffuser les images. Et donc on peut imaginer, puisqu'on sait finalement très peu de choses sur Almar Boysen, dont on va beaucoup parler ce soir, mais on imagine du coup que c'est grâce à elle, en la connaissant, qu'il va ensuite rencontrer Pablo Picasso. On sait au moment de la libération de Paris que en fait, Pablo Picasso, ça va devenir, Pierre Daix disait, le deuxième monument le plus visité de Paris après la Tour Eiffel. Et c'est vrai qu'on a plein de photos comme ça qui nous sont connues aujourd'hui de Picasso avec des régiments entiers de GI qui viennent le voir, qui viennent lui parler. Et on a de la chance en fait puisque donc, Almar Boysen va raconter l'histoire de sa rencontre avec Picasso à sa femme, il va lui envoyer une lettre et un journal américain va publier son récit que je vais vous lire. Donc c'est un récit qui paraît dans The Saturday Review. Hop. Alors donc c'est Boysen, donc Almar Boysen, qui va ensuite réaliser les mosaïques pour Picasso, qui écrit « J'ai découvert où vivait Picasso, alors j'ai fait un saut, j'ai sonné sa clochette et je lui ai serré la main. Après qu'il m'ait fait visiter sa demeure, qui est assez grande et pleine des choses les plus fascinantes. Donc à l'époque, pour rappel, Pablo Picasso, il vit dans l'atelier des Grands Augustins, l'atelier où il a peint Guernica en 1937. Et donc il dit j'ai abordé le problème de la nourriture en lui demandant s'il en avait assez. Il a haussé les épaules comme le font les Français, alors j'ai dit que je reviendrais vite, puis j'ai filé à l'hôtel pour lui ramener quelques aliments de nos rations alimentaires, dont une boîte de Nescafé, du savon et du papier hygiénique, entre parenthèses, le papier hygiénique français est horrible, une sorte de vieux bottin téléphonique, aussi lisse qu'un bout de cellophane. Picasso était absolument rayonnant et m'a dit que j'étais le deuxième Américain à lui donner du Nescafé, le premier ayant été Ernest Hemingway. À présent, nous sommes donc deux, Ernest et moi. Donc avant de partir, Boysen il va réclamer aussi un souvenir à Picasso. Donc il écrit « Il était temps pour moi de partir et je l'ai supplié d'un petit quelque chose pour nous. Et il a produit cette main. » Donc on imagine que Picasso lui a dessiné une main. Et il a écrit ce qu'il y a dessus. Il s'agit de sa signature actuelle. Je pense que cela doit indiquer son état d'esprit indéchiffrable. Donc par chance, on a en fait dans le fond même du musée Picasso à Paris des photographies, ici notamment une photographie de Robert Capa, et on a réussi du coup à identifier Almar Boysen. Donc la guerre se finit, Almar Boysen est américain, il rentre à New York, d'où il est originaire, il va faire différents petits boulots, on sait qu'il a été scénographe pour le théâtre à Broadway, et il va aussi à ce moment-là ouvrir un magasin d'art et d'artisanat, et c'est là du coup il va s'intéresser à la mosaïque. Ensuite, il décide de rentrer en France. Il va s'installer dans le sud-est de la France, à Cannes, en 1954. Et c'est justement là aussi où va se trouver Pablo Picasso à cette époque, puisqu'il va acheter Picasso en 1955 une grande villa qui s'appelle la Californie. Et donc à ce moment-là, on a dans la correspondance de Picasso qu'on conserve au musée des premiers échanges où Boysen essaie de reprendre contact. Donc, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'en 1955, c'est l'année où Picasso va recevoir de la part de Georges Sale une demande de faire une fresque monumentale pour l'UNESCO, qui allait ouvrir un nouveau bâtiment à Paris. Et dans la commande officielle de Georges Sale à Picasso, il est indiqué que que ça peut être soit une peinture monumentale, soit une mosaïque. Donc à ce moment-là, avec la demande de Georges Sale, on sait que l'idée de travailler la mosaïque peut intéresser Picasso. Et donc finalement, le fait que Boysen va rencontrer Picasso, revenir en France dans les années 50, va l'intéresser. Donc on a quand même quelques écrits chez les intimes de Picasso. Là, je vais vous lire notamment ce qu'a écrit Daniel Henry Kahnweiler, qui est le grand marchand de Picasso depuis les débuts. Donc Kahnweiler, il écrit « C'est l'arrivée à Cannes d'un jeune Américain ayant étudié à Ravenne qui est au point de départ de sa mosaïque. » Alors en fait, ce qu'on sait, c'est que Boysen, qui est à gauche, va donc sûrement soumettre l'idée à Picasso de travailler en mosaïque. Picasso va lui donner une sorte d'accord, lui dire « bon, ben on va tester ça ». Donc Boysen va se rendre à Murano, qui est une ville à côté de Venise, qui est très réputée pour ses manufactures de mosaïques et ses artistes mosaïstes. Et ensuite, une fois qu'il va récupérer plein de petites tesselles de mosaïque, il va les amener à Picasso et ils vont faire un essai sur une vieille planche de bois. Ce qui explique justement, là on a donc la toute première mosaïque que Picasso va réaliser en collaboration avec Almar Boysen. Donc qui est sur une planche de bois qui n'est pas régulière parce que justement il devait certainement traîner là en fait. Et donc Picasso a fait un dessin, Boysen rapidement a mis les tesselles dessus.
Et ensuite, ça a été immortalisé, là en l'occurrence par Edward Quinn, qui est présent à ce moment-là. On a de la chance aussi, puisque Jean Cocteau, qui est donc le grand poète ami de Picasso, rend beaucoup visite à Picasso à cette époque-là, à Cannes. Et le journal intime de Jean Cocteau a été publié, et on trouve des traces de l'existence de Boysen dedans. Donc je vais vous lire ce qu'écrit Jean Cocteau à l'époque, le 6 octobre 1956. Il écrit « Un jeune Américain venant de Murano a rempli la villa de sacs contenant les bouts de verre multicolores de la mosaïque. Et c'est remarquable sur une vieille planche, Picasso pense à faire en mosaïque la muraille de l'UNESCO. » Donc on est fin 1956, et dès début 1957, Boysen va signer un contrat avec Kahnweiler et Picasso pour faire du coup une collaboration où il va dire que chaque pièce sera unique et qu'il ne touchera l'argent qu'une fois les pièces réalisées. Donc maintenant sur le mode opératoire de comment étaient faites ces mosaïques. Donc, Picasso, on sait, c'est un artiste qui aimait beaucoup toucher à tout, mais il ne maîtrisait pas du tout la technique de la mosaïque. Donc c'est vraiment Almar Boysen qui va ensuite se charger de mettre les tesselles aux bons endroits. Donc on sait que Picasso va réaliser donc un carton, soit sur un dessin qui va être à l'échelle de la mosaïque, soit directement sur la planche, comme on peut le voir ici. Ensuite, il avait sélectionné donc différentes couleurs, et donc on peut voir là par exemple sur cette photo, il y a différents sacs contenant les tesselles de mosaïque, et il y a une lettre en fait qui est écrite devant chaque sac qui correspond donc à une couleur précise. Et en fait, Picasso va ensuite réfléchir et donc écrire des lettres un peu comme on pourrait avoir un jeu de coloriage aujourd'hui, on va s'amuser à colorier. Donc ici par exemple, vous voyez que la lettre K, ça évoque ce gris-là, donc on va la retrouver ici. Le N est un gris plus foncé, et ici donc on a une alternance entre des Y et des U qui renvoient chacun soit à une couleur jaune, soit à une couleur orange. Donc Almar Boysen va ensuite les exécuter dans son atelier. Donc lui, on sait qu'il avait un atelier qui était à Cannes également, et les échanges qu'il a avec Picasso laissent à penser que c'était carrément une chambre à l'hôtel Martinez en fait qu'il avait loué et qu'il occupait ensuite pour réaliser ces mosaïques. Donc on sait que ce sont des mosaïques qui étaient faites assez rapidement, à la fois dans l'exécution du dessin qui était fait par Picasso et aussi dans l'assemblage qui suivait ensuite, qui était fait par Boysen. Donc on a aussi quelques témoignages qui nous éclairent là-dessus. Cocteau, une nouvelle fois dans son journal, puisque donc Cocteau va voir Picasso, il va voir ce jeune Américain et la mosaïque, et finalement Cocteau, ça va aussi lui donner envie de travailler avec lui. Et donc Boysen va aussi réaliser une mosaïque modèle pour Cocteau. Et Cocteau écrit « Je donnerai la maquette mercredi et samedi prochain, la mosaïque sera faite » pour une mosaïque de taille comparable. Donc on sait que ça prenait quelques jours uniquement à Boysen pour faire ce travail. Et on sait aussi par un ami de Boysen qui écrit « Picasso dessinait chaque mosaïque en 5 minutes, puis il venait dans l'atelier pour sélectionner les couleurs dans des sacs numérotés pendant encore 5 minutes, comme s'il peignait avec des chiffres. » Donc on voit que c'est une exécution qui est vraiment très rapide. Et alors justement aussi, ce qu'on va aborder je vais vous présenter donc quelques mosaïques. Vous allez voir qu'effectivement on n'est pas en face de chefs-d'œuvre. Effectivement, si c'était des chefs-d'œuvre, ils ne seraient certainement pas tombés dans l'oubli. Et on va essayer de se questionner sur pourquoi des œuvres comme cela qui sont signées par Picasso, parce qu'au dos de chaque mosaïque, Picasso va quand même les signer. On va voir aussi qu'il va en exposer certaines dans des expositions. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas qui cloche et qui fait que ces œuvres ne sont pas passées à la postérité. Donc là, je vous ai montré un autre exemple où on a un dessin donc de Picasso, de sa main, où on voit donc encore une fois, c'est vraiment à chaque fois, c'est quelque chose qui est assez systématique dans toutes les mosaïques, c'est que c'est vraiment des dessins extrêmement simples. On est sur des personnages avec des simples formes géométriques, on est vraiment dans ce que beaucoup de détracteurs de la moderne appellent des dessins qui pourraient être faits par des enfants. Et donc ici par exemple on a un dessin pour une figure, et la mosaïque finale donc, ressemble à ça. Donc on voit vraiment qu'il y a quelques repentirs aussi de Picasso où on voit par exemple ici au début, on voit qu'en fait c'est tracé extrêmement vite. Là il va faire un cercle et finalement en faisant les deux rectangles par la suite il va se rendre compte qu'il faut unir le cercle et les sortes de bras, enfin les bras et les cornes du personnage pour pouvoir avoir des couleurs unies. Alors, toutes les mosaïques elles sont dans des collections privées. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que contrairement à la toute première mosaïque que je vous ai montrée, qui est faite pour le sol du fumoir du château de Clavary, qui est vraiment une mosaïque traditionnelle, puisqu'elle est ornementale, elle est décorative,
Là, les mosaïques en question, elles ont des dimensions en fait, qui sont proches de celles de la peinture. C'est aussi des mosaïques qui vont être encadrées chez des particuliers qui n'ont pas vocation finalement à intégrer une architecture ou à décorer des pièces. Ce sont vraiment un peu comme des tableaux. Ce qui est aussi un peu étrange, une sorte de détournement de la technique de la mosaïque. Donc elles sont toutes dans des collections particulières, excepté une qui est aujourd'hui dans les collections d'un musée danois qui s'appelle Visage Étoile, du coup qui est étonnante. Quand on la voit la première fois, on peut se demander si c'est véritablement un Picasso, parce que les couleurs sont assez criardes. Ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'on est vraiment dans un respect absolu des dessins de Picasso. C'est-à-dire que si le trait tracé par Picasso n'est pas droit, la mosaïque finale aura ses défauts également. D'ailleurs, je vais juste revenir un tout petit peu en arrière, puisque finalement, c'était quelque chose qui était également présent dans la mosaïque de Clavary. Hop, pardon. Où vous voyez du coup que Picasso, quand il a tracé son dessin sur un carnet où il ne pensait certainement pas en faire une mosaïque, quand la mosaïque est transposée, on va pareil avoir quelques tesselles de mosaïque qui vont dépasser pour vraiment coller au dessin original de Picasso. Hop. Donc celle-ci qui est assez étonnante, on peut aussi se dire que contrairement à beaucoup d'autres techniques, Picasso, quand il choisit les couleurs, finalement, il ne peut pas en avoir une idée vraiment définitive. C'est une fois que l'œuvre est réalisée qu'il peut vraiment s'apercevoir du rendu final de l'œuvre, et ce qui peut parfois expliquer des choix qu'on peut juger audacieux ou enfin, en tout cas étonnants. Il y a d'autres mosaïques qui sont peut-être un peu plus abouties dans leur réalisation. Et notamment ce qui est assez intéressant dans celle-ci, c'est les deux bandes de frises géométriques en haut et en bas, et là qui viennent un peu plus lier quand même cette mosaïque à la tradition de la mosaïque. On peut avoir des évocations comme ça, un peu des frises de l'antique, qu'on peut trouver dans les cités grecques ou dans les cités romaines antiques. Et également là aussi la forme du visage quand même, qui est un peu plus travaillée que le visage en forme d'étoile qu'on a vu précédemment. Donc c'est une collaboration qui va être assez courte, puisqu'elle va durer uniquement 2 ans. En tout, Picasso et Boysen vont réaliser une dizaine de mosaïques uniquement. C'est aussi un travail qui a été assez difficile, puisque finalement peu de choses ont été écrites là-dessus. Donc il a vraiment fallu rechercher, trouver également aussi des photos en fait, des œuvres dans l'atelier de Picasso. Malheureusement, je ne vous en présente pas ici. Mais par exemple, pour le visage étoile qu'on vient de voir, on a des photos au musée Picasso où on voit l'œuvre entreposée dans l'atelier de la Californie et qui vraiment font foi, puisque des fois les œuvres sont tellement étonnantes et comme elles ont disparu en fait, de la littérature sur Picasso, on a même besoin de s'assurer que vraiment Picasso les a vues et de savoir qu'elles ont existé dans les ateliers de Picasso. Donc c'est une collaboration, comme je disais, qui est assez courte, qui a duré 2 ans seulement, entre 1957 et 1958, puis d'un coup elle prend fin. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent être avancées. La première, ça serait un désintérêt en fait, de Picasso, c'est la plus probable, qu'il ait été déçu par la production de Boysen. On sait notamment, donc la collaboration va se terminer, et en 1965, donc presque 10 ans après, Boysen va recontacter non pas Picasso directement, mais Daniel Henry Kahnweiler, son marchand, et va proposer à Kahnweiler de relancer la production. Donc c'est Kahnweiler qui va faire suivre la demande à Picasso, et il écrit dans une lettre « J'ai reçu ce matin une lettre d'Almar Boysen. Sa lettre était surtout destinée à me soumettre l'idée de faire encore des mosaïques d'après vous. En fait, je pense plutôt que cela ne vous intéressera pas, puisque même quand il était encore à Cannes, vous n'en faisiez déjà plus. » Donc on sait qu'il y a une époque où l'artisan, donc Boysen et Picasso, étaient dans la même ville, mais malgré tout, la collaboration s'est arrêtée. L'une des deuxièmes hypothèses, ce serait que finalement il s'est désintéressé, et notamment au profit d'une autre collaboration, qui sont les bétogravures, qui sont des sculptures en béton. C'est une technique qui a été inventée par un artisan norvégien qui s'appelle Carl Nejar, et qui va rencontrer exactement à la même époque que Boysen. Et donc là, les résultats sont vraiment... je ne sais pas si vous connaissez ces œuvres, malheureusement, je n'ai pas illustré ma présentation avec. Mais donc ce sont des œuvres monumentales, qui réalise vraiment d'après des maquettes de Picasso. Et donc là, on imagine que c'est quelque chose, c'est une collaboration avec Nejar qui a duré vraiment sur une dizaine d'années. Donc on peut imaginer notamment qu'il ait décidé
d'écourter sa collaboration avec Boysen pour se consacrer à d'autres techniques, mais d'ailleurs j'y reviendrai un peu après. Une autre hypothèse peut être la barrière de la langue, parce que d'après les seuls écrits qu'on a, les lettres échangées entre Boysen et Picasso, on voit que Boysen parlait très mal le français, et donc il est possible que, n'arrivant pas peut-être à échanger sur justement Picasso, peut-être à dire vraiment ce qu'il voulait dans ses mosaïques, la collaboration se soit arrêtée. Et enfin, on aurait une quatrième explication qui nous est racontée par un proche de Boysen, qui écrit donc, en parlant de Boysen, il est devenu très fatigué et émotif. Avant une conférence de presse, il s'est frayé un chemin à travers les journalistes rassemblés en groupe et a commencé à donner une leçon à Picasso sur la bonne méthode à utiliser. Il écrit « C'était la fin de leur collaboration ». Donc on peut aussi imaginer qu'il y ait une sorte de brouille, que Picasso ait pris la mouche et que cette revue comme ça, on va dire un peu bousculée par Boysen devant des journalistes, il n'ait pas apprécié, qu'il ait décidé de couper les ponts. Il peut aussi y avoir une autre raison qui concerne Boysen et sa vie intime. Donc ici, je vous ai mis un dessin de Pablo Picasso réalisé en mars 58, donc vraiment quelques temps avant la fin de sa collaboration, et qui montre donc la femme de Almar Boysen, qui s'appelle Dorothy Boysen, et donc le nouveau-né Alexander, donc premier enfant du couple qui venait de naître, donc un bousculement majeur quand même dans la vie de Boysen. Et donc on sait qu'ensuite, Boysen est parti vivre en Angleterre et il est devenu professeur en art. Je voulais revenir quelque temps donc, sur la réception critique, puisque les œuvres, même si elles ont disparu aujourd'hui des expositions, pour l'instant j'ai recensé uniquement depuis 9 expositions qui ont présenté des mosaïques de Picasso et 2 uniquement depuis sa mort, donc en 73. Donc uniquement 2 expositions depuis 73 qui ont présenté au moins une mosaïque. Pourtant, les mosaïques de Picasso, elles ont été présentées dès leur création comme des œuvres à part entière de Picasso. Contrairement d'ailleurs à certaines céramiques qui étaient déjà exposées, ce sont toutes des œuvres uniques, elles sont signées au dos. Et notamment, donc ça c'est la toute première mosaïque, malheureusement elle est en noir et blanc, mais comme vous pouvez imaginer d'après les anciennes mosaïques que je vous ai montrées, ce sont des couleurs très flashy qui la composent. Et donc elle est exposée, celle-là, donc elle est réalisée en janvier 57, au tout début de leur collaboration, et elle est exposée à Madrid, à Barcelone, à la Sala Gaspar, dès le mois d'octobre. Et ici, notamment, on la retrouve dans une caricature de presse où on voit donc 2 hommes en train de discuter devant la mosaïque. Donc, le caricaturiste se trompe, il marque que ce sont des pièces en céramique. Là, en l'occurrence, c'est bien la mosaïque que vous avez ici. Et donc, il dit « Les pièces en céramique, techniquement, laissent beaucoup à désirer. » Et l'autre répond « Il est juste un enfant terrible de la peinture. » Et aussi, l'autre petit détail un peu qui vient mordre Picasso, c'est donc les initiales de Picasso qui sont marquées sur la mosaïque, mais qui ne le sont pas dans la vérité. Et 70 ans, l'âge à laquel il réalise la mosaïque. Donc, un peu pour se moquer, encore une fois, avec cette image de Picasso fait des dessins d'enfant. Etc. Donc il y a déjà voilà, il y avait aussi une autre critique sur la même exposition où quand on parle de cette mosaïque, on l'a dit surprenante et lumineuse. Donc il y a quand même une sorte d'intérêt aussi qui peut être soulevé chez certains critiques. Mais néanmoins, on trouve quand même des doutes sur la qualité de ces mosaïques. Et notamment, peut-être la personne la plus acerbe sur ça va être Jean Cocteau. Comme je vous l'avais dit, donc Jean Cocteau va aussi faire appel à Boysen pour réaliser une mosaïque. Et donc c'est à l'époque où il travaille pour une chapelle. Il a besoin de faire une tête de Christ en triangle. Et donc pour l'instant, à l'époque, il a travaillé d'abord en céramique. Et la rencontre avec Boysen lui donne envie de tester la technique de la mosaïque. Et face au résultat, il écrit dans son journal intime: la mosaïque faite par le jeune américain de Picasso a l'air, à côté de la même figure en céramique, d'un objet pour la salle de bain d'une dame pieuse. Et il écrit quelques jours après: impossible de la mettre dans la chapelle, c'est la besogne à l'américaine, Picasso a raison, un ouvrier de Villefranche ferait mieux avec des cailloux. Et donc d'ailleurs, cette phrase de Cocteau, Picasso a raison, un ouvrier de Villefranche ferait mieux, elle apparaît en fait dès le début de leur collaboration. Ce qui montre bien en fait que dès le début même, Picasso a des doutes sur ce qui va se passer ensuite en collaboration. Ce qui est important de savoir, enfin, le pourquoi du coup Picasso a accepté de travailler avec Boysen, c'est que les années 50, ce sont vraiment des années où Picasso va travailler avec beaucoup d'artisans. Picasso, c'est un artiste qui est célèbre depuis les années 1930. Il a sa grande rétrospective à 50 ans en 1932. Mais c'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale où il va devenir une superstar du monde de l'art. C'est dû notamment en fait, à l'émergence de Paris Match, un peu des magazines. En fait, son image publique va paraître partout dans la presse. Et du coup, les gens vont le reconnaître, les gens vont savoir où il habite, les gens vont lui écrire pour lui proposer de travailler avec lui. Exactement comme l'a fait Boysen.
Donc on sait que la grande découverte, enfin l'amour un peu de Picasso pour les arts traditionnels, ça va être la céramique. Ici on a un exemple, donc c'est à Valoris dans le sud de la France. Il va travailler à l'atelier Madoura avec Suzanne et Georges Ramier. Mais il y a également beaucoup d'autres collaborations qui vont avoir lieu dans les années 50, donc au même moment où apparaissent les mosaïques de Picasso. On pense au travail avec l'orfèvrerie, avec François Hugo. Il y a aussi les tapisseries avec l'atelier Coquille-Prince ici, donc je vous ai mis une transposition d'une œuvre de Picasso en tapisserie. Il y a aussi Jacqueline de la Bombe-d'Urbac, qui est une lissière, qui va beaucoup travailler avec Picasso. Et il y a même des choses beaucoup plus surprenantes avec des marques de vêtements américaines. Ici, je vous ai mis un exemple donc, au début des années 60 de la marque Weistag qui va utiliser des œuvres déjà existantes de Picasso pour les reproduire sur des vêtements. On sait aussi que Picasso il a fait une collaboration avec une autre marque de vêtements américaine qui s'appelait Fuller Fabric, où là il a vraiment plus donné son accord en travaillant à la sélection des œuvres, etc. Donc vraiment Picasso va recevoir beaucoup de gens et il va beaucoup s'intéresser à ça. Toute l'idée derrière ces différentes collaborations, en fait, c'est de s'intéresser aux arts dits mineurs pour les faire entrer dans les arts majeurs, de se dire que sous la main de Picasso, en fait, un peu une sorte de Midas, tout va se transformer en or. Et je vous ai mis aussi une citation de Hélène Parmelin qui va faire une petite référence aux mosaïques de Picasso pour expliquer un peu cette envie de Picasso d'aller vers des arts traditionnels jugés mineurs. Donc je la cite, elle écrit, en parlant de Picasso, « Habité par une passion de création, une religion du travail créateur, une frénésie de vivre, c'est-à-dire de créer, toutes les matières l'intéressent. Leur nouveauté le tente. Il brûle d'en connaître et surtout d'en utiliser le secret. On lui apporte souvent des Picasso en verre, des Picasso de mosaïque, de tapisserie, des Picasso en toute matière. Rien n'est plus dangereux qu'une transposition de matière. Il n'avait pas choisi la toile pour rien. Ce sont donc des reproductions. Et le support de ces reproductions l'intéresse ou non, l'amuse ou non, sans plus, excepté l'intention. Ce qu'il aime, c'est apprendre lui-même à connaître une matière, en éprouver la puissance, la souplesse, la capacité de transformation, la résistance, la soumission, et la travailler, la faire travailler, y travailler, la transformer en lui arrachant le maximum de ses possibilités, à pleine main, à pleine scie, à plein marteau, à plein pinceau. » Alors il y a quand même quelque chose qui est un peu erroné quand c'est une vision du coup de ces œuvres-là, mais quand on pense notamment à certaines tapisseries, certaines céramiques et malgré tout les mosaïques, on sait que c'est des œuvres que Picasso va signer, qui va revendiquer, qui seront dans des expositions de son vivant avec son nom à côté. Donc ce serait faux de dire que ce seraient des reproductions. Dans les choses qu'elle va citer, il y a notamment des Picasso en verre, là pour le coup qui font référence à une autre collaboration avec un Italien qui s'appelait Costantini, qui pour le coup va réaliser donc des œuvres en verre d'après ces céramiques. Et là pour le coup le statut de reproduction peut être plus envisagé. Donc pour voir si vous suivez toujours, je vous avais présenté en introduction une mosaïque qui avait défrayé la chronique américaine. La voici en couleur. Donc des Picasso qui représentent des joutes navales, qui est un événement qui avait lieu à Cannes dans le sud-est de la France. Donc on peut voir ici donc une baie avec un phare, avec deux bateaux et deux hommes sur le bateau qui sont en train de faire des joutes comme au temps des chevaliers. Quelques bateaux et quelques drapeaux français également qui flottent. Donc c'est une mosaïque qui va être achetée par Margaret Silberman, qui est une collectionneuse et une proche de Picasso, qui a une galerie à New York qui s'appelle Picasso Art et qui vend beaucoup de lithographies et de multiples de Picasso, mais qui fait quand même l'acquisition de cette œuvre pour la vendre. Et donc on a dans les archives du musée Picasso un texte écrit par Margaret Silberman, donc qui est l'achetrice de l'œuvre. Et elle raconte un peu l'histoire qui s'est passée avec le passage en douane. Donc elle écrit en parlant d'une soirée passée avec Picasso à Marseille. « Nous avons discuté du cas de ma mosaïque que Picasso avait réalisée. Il était très intéressé par l'évolution de ce que Jacqueline, donc Jacqueline Roch, la compagne de l'artiste, que Jacqueline appelait « ma guerre avec les douanes ». J'avais apporté cette mosaïque aux États-Unis et bien que les œuvres d'art originales soient admises en exonération de douane, j'ai été imposé à 30% de la valeur de la mosaïque car elle n'était pas considérée comme une œuvre d'art, c'est-à-dire une peinture à l'huile, mais comme une œuvre faite de petites pièces en verre. Le musée d'art moderne, donc le MoMA de New York, le monde de l'art en général et les douaniers eux-mêmes m'ont encouragé à contester cette décision afin d'accélérer la révision de cette loi dépassée. Picasso a suivi l'affaire avec intérêt. Il m'avait lui-même suggéré d'acheter spécifiquement cette mosaïque qu'il aimait tout particulièrement. Lorsqu'il entendit l'affaire,
Picasso dit « Oui, bien sûr, elle est faite de petits morceaux de verre. Mais un tableau est fait de petits morceaux d'huile et un dessin de petits morceaux d'encre, ou il pourrait même être fait de petits morceaux de sang. Ce n'est pas le matériau qui compte. » Ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est de savoir que Picasso avait une affection particulière pour cette mosaïque. Et ce qui n'est pas surprenant finalement, c'est que c'est la seule mosaïque de toute la série qui fait partie en fait justement d'un corpus d'œuvres en fait qui dépasse les mosaïques. Le thème de la joute nautique, c'est un thème que Picasso va faire au même moment, donc en juillet 57. Il va la transposer à la fois dans des petites huiles sur toile, dans des dessins et donc en mosaïque aussi. Donc finalement, c'est un peu la première fois où en mosaïque, Picasso va aussi explorer une thématique, une iconographie qu'il était en train de développer par ailleurs dans d'autres techniques. Donc comme vous le voyez sur les coupures de journaux, à la fin, la mosaïque de Picasso sera reconnue comme une œuvre d'art. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que même dans le procès qui a eu lieu, déjà, en fait, l'histoire de ces mosaïques commence à disparaître. Puisque dans tout le rapport qui est rendu, pas une seule fois n'est fait mention du nom de Almar Boysen qui a pourtant réalisé la mosaïque. Et c'est même pire, c'est qu'en fait, donc, il est écrit dans le rapport du procès qui a lieu en 1960, le défendeur, donc Margaret Silberman, a essayé d'établir qu'une mosaïque n'est pas une œuvre d'art. Non, pardon, le défendeur, les douaniers américains, a essayé d'établir qu'une mosaïque n'est pas une œuvre d'art si un ouvrier ordinaire applique le verre et les pierres sur le dessin de l'artiste. Et donc il est écrit « Mais il n'y avait aucun témoignage qu'un ouvrier ordinaire avait travaillé sur cette mosaïque de Picasso et il est apparu que l'artiste applique parfois lui-même les morceaux de verre et les pierres. » Donc ici, il est clairement indiqué que cette mosaïque a été conçue, dessinée, colorée, formée et produite par le peintre Pablo Picasso, ce qui n'est pas le cas. Et au-delà ce qui était un peu le but de cette présentation, c'est de s'interroger aussi sur justement sur comment en fait un groupe d'œuvres comme ça a pu disparaître et également aussi le nom d'Almar Boysen, puisqu'en fait c'est un nom qui n'est jamais cité. Là, tous les textes un peu que je vous ai lus en fait, sont des textes qui n'ont jamais paru, soit des textes envoyés à Picasso qu'on a dans les archives, soit des textes qui sont marqués dans les journaux, donc le journal intime de Jean Cocteau par exemple. Mais ensuite, en fait, il y a une sorte de vide mystérieux qui s'est créé où plus personne ne s'est jamais intéressé à ces mosaïques. Et pour terminer, pardon, je voulais juste vous lire sur du coup mon avis personnel en gros de qu'est-ce qu'on fait de ces mosaïques. Ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, ce sont quand même des œuvres qui ont existé. Donc comment en fait les appréhender. Et je rejoins l'approche de certains historiens de l'art, notamment je cite Salvador Haro González et Arel Tay, qui adoptent une approche holistique de l'œuvre de Picasso, c'est-à-dire de voir l'œuvre de Picasso comme un grand tout. Et donc ils écrivent « Chez Picasso, chaque œuvre, si petite qu'elle soit, exerce et subit les influences des autres. Ainsi, chaque pièce compte dans cet immense puzzle qu'est l'œuvre de Picasso, un tout organique dans lequel chaque cellule est indispensable. Par conséquent, cela prouve qu'il faut considérer chacune des parties de l'œuvre de Picasso pour bien comprendre la totalité et bien considérer l'ensemble pour pouvoir envisager une véritable évaluation scientifique de chacune d'elles. » Donc aujourd'hui, le but était donc de vous présenter ce mince corpus pour qu'il puisse enrichir justement votre conception de l'œuvre de Picasso.